Finalement, il y a beaucoup de gens qui veulent surtout qu'on revienne aux 62 ans. Ça va être possible, ça, ou pas, dans le contexte dans lequel on est? Non. Le Premier ministre et le patronat ont malheureusement définitivement enterré ce conclave. Et c'est très grave, parce que le Premier ministre s'était engagé à ce que ces discussions soient sans totem ni tabou. Et il nous a dit ce week-end qu'il y avait un tabou, les 62 ans. Or, les 62 ans, c'est la question centrale. Il y a la gauche qui braille et il y a la gauche qui travaille. Il y a celles et ceux qui s'interrogent ou même dénoncent, parfois avec beaucoup de véhémence et beaucoup de violence, le principe même de la négociation. Je leur adresse ces mots du grand Jaurès au soutien du gouvernement Waldeck-Rousseau. Il nous plaît que notre parti ne soit pas composé de ces éternels impuissants qui critiquent, chicanent, disputent, et jamais n'agissent et combattent toujours trop tard. François Bayrou a exclu tout retour à l'âge de départ à 62 ans. Vous vous êtes fait avoir quand même. Comment vous appelez ça, vous, quand vous vous faites élire sur un programme et que vous faites le contraire en aidant ceux, c'est-à-dire les macronistes au pouvoir, à rester au pouvoir? Honnêtement, je fais pas le sondage parce qu'il faut pas être trop cruel, hein, en demandant aux gens de lever la main dans la salle. Est-ce qu'il y en a un ou une qui croyait qu'ils avaient l'intention dans le conclave de nous ramener à 62 ans? Le journal Le Monde explique, dans un article publié lundi 17 mars, que la gauche accuse François Bayrou de trahison, après que le Premier ministre a décrété la veille, dimanche 16 mars, qu'il n'était pas question pour lui de revenir à l'âge légal de départ en retraite à 62 ans. François Bayrou a exclu tout retour à l'âge de départ à 62 ans. Vous vous êtes fait avoir quand même. Non. Non. Non, parce que le débat va continuer, mais c'est vrai que cela pose une question. Que vaut la parole de François Bayrou ? Dans la réalité, ce n'est bien sûr pas la gauche qui se sent trahie, comme le prétend donc faussement Le Monde, ce sont les socialistes, et ce n'est pas du tout la même chose. Pour bien le comprendre, il faut une nouvelle fois remonter au coup de force antidémocratique du 7 juillet 2024, dont la presse et les médias mainstream continuent très tranquillement de faire comme s'ils n'avaient jamais existé, mais qui, 9 mois plus tard, surdétermine toujours notre actualité politique. Ce jour-là, la gauche unie au sein du nouveau Front populaire, le NFP, a remporté le second tour des élections législatives organisées après la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, chef de l'État français. L'Assemblée est divisée en 4 blocs. C'est donc la gauche, le nouveau Front populaire, qui arrive en tête de cette élection, suivi d'ensemble le camp macroniste. Le Rassemblement national arrive en tête au premier tour, n'est que 3e. Et enfin, les Républicains maintiennent à peu près leur nombre de députés. Pour empêcher une victoire du Rassemblement national, les électeurs ont majoritairement voté pour le NFP, qui avait promis dans son programme d'abroger la réforme des retraites de 2023, dont les 3/4 des Français ne voulaient pas, mais qui leur avait été imposée par la force, par Macron et par sa première ministre de l'époque, l'étonnante Elisabeth Borne. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023, modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale. Mais après cette incontestable victoire électorale de la gauche, le chef de l'État, décidément allergique à la démocratie, a confisqué le résultat des législatives en refusant de confier Matignon à Lucie Castet, candidate désignée par le nouveau Front populaire, à qui le poste de première ministre aurait pourtant dû revenir. Au lieu de ça, Macron, comme pour mieux souligner qu'il n'éprouve qu'un immense mépris pour les électeurs, a demandé au Rassemblement national l'autorisation de nommer Michel Barnier, lequel, fort de ce parrainage, s'est à son tour entouré de ministres d'extrême droite, dont la nomination a également été approuvée par Macron, comme Bruno Retailleau, qui s'est empressé, après sa nomination au ministère de l'Intérieur, de vitupérer contre l'état de droit et donc contre la démocratie. Quand Michel Barnier, après avoir perdu le soutien du Rassemblement national, a été censuré au mois de décembre dernier, le chef de l'État aurait pu se décider à respecter enfin le résultat du second tour des élections législatives en nommant la première ministre désignée par le NFP. Le moment est grave, mais je pense qu'un espoir est levé. Je suis prête, nous sommes prêts. Je demande maintenant au président de la République de prendre ses responsabilités et de me nommer Premier ministre. Mais il a préféré continuer à bafouer toutes les règles démocratiques en nommant plutôt le centriste François Bayrou, qui sait qu'il a absolument besoin du soutien de l'extrême droite s'il veut éviter d'être censuré comme son prédécesseur, et qui n'a donc pas cessé de donner toujours plus de gages au Rassemblement national. Dans le même temps,
Bayrou a voulu amadouer aussi les socialistes, dont il sait pertinemment qu'il ne faut jamais beaucoup les pousser pour qu'ils acceptent de se renier. Il leur a donc promis de rouvrir des discussions sur la réforme des retraites de 2023, dont les 3/4 des Français ne demandaient pas du tout qu'elle soit rediscutée, mais qu'elle soit purement et simplement abrogée. Ce dernier point est intéressant parce qu'il nous rappelle très opportunément que le centrisme en politique est une vaste escroquerie qui prétend se tenir à équidistance de la droite et de la gauche, mais qui, dans la réalité, donne des gages très concrets à l'extrême droite, alors qu'elle n'offre que de vagues promesses à la gauche. De fait, Bayrou, depuis sa nomination, gouverne bel et bien à droite de la droite, en promettant par exemple un débat sur l'identité nationale dont il sait parfaitement qu'il profitera principalement au Rassemblement national, et en laissant Retailleau vociférer impunément contre l'immigration, dont le ministre de l'Intérieur a encore répété la semaine dernière qu'elle n'était, je cite, « pas une chance pour la France » et la considère donc comme une calamité. En revanche, le même Bayrou vient donc de renier sa promesse de rouvrir des négociations sur la réforme des retraites de 2023, puisqu'en décrétant dimanche dernier qu'il n'était pas question de revenir à l'âge légal de départ à 62 ans, il a de fait mis un terme à ces discussions. Revenons maintenant au traitement médiatique de cette intéressante séquence et aux articles de presse expliquant que la gauche se sent trahie par cette déclaration de François Bayrou. Le problème est que cette gauche ne se limite pas au Parti socialiste, elle compte aussi, outre les écologistes et les communistes, la France insoumise qui, à l'inverse des socialistes, ne s'est jamais laissée embobiner par les promesses de François Bayrou. Tout au contraire, les insoumis ont toujours refusé, pour ne pas renier l'engagement pris auprès des électeurs du nouveau Front populaire, de renégocier une réforme des retraites dont ces électeurs demandaient l'abrogation, et ils ont déposé plusieurs motions de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement Bayrou. Mais à chaque fois, les socialistes ont refusé, comme le Rassemblement national, de voter cette censure pour mieux se présenter comme une gauche raisonnable et ouverte au compromis, en suggérant que les insoumis étaient quant à eux des jusqu'au-boutistes et cervelés. On se rappelle qu'Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, avait même décrété au mois de janvier dernier qu'il incarnait, je cite, une gauche qui travaille, alors que la France insoumise représentait, je cite toujours, une gauche qui braille. Je vais reprendre l'expression de mon premier secrétaire. Il y a la gauche qui braille et il y a la gauche qui travaille. Donc ça, c'est la gauche qui braille. Vous parlez de la gauche qui braille. LFI, ce matin, c'est la gauche qui braille. Pour moi, c'est la gauche qui braille. On sait aujourd'hui que cette gauche présentée comme braillarde avait en réalité quelques raisons de se méfier, puisque Bayrou, comme elle l'avait prévu, vient une nouvelle fois de ridiculiser les socialistes qui expliquaient doctement qu'il fallait lui faire confiance et que les insoumis étaient des gueulards irresponsables. Ces mêmes socialistes qui se plaignent aujourd'hui d'avoir été littéralement roulés dans la farine par le Premier ministre sont donc seuls à se sentir trahis, puisqu'ils sont seuls à lui avoir accordé leur confiance, sans jamais écouter les insoumis qui les mettaient en garde contre cette confondante naïveté. Il est donc inexact et malhonnête de prétendre, comme le font la presse et les médias mainstream, que c'est la gauche dans son ensemble qui se plaint d'avoir été trahie. Mais cette présentation des faits est doublement commode. D'une part, elle permet de suggérer que la France insoumise n'a pas fait preuve de plus de discernement que les socialistes, dont la crédulité se trouve ainsi relativisée et qui peuvent par conséquent continuer à se présenter comme des gens raisonnables et responsables, victimes de la malhonnêteté du Premier ministre qui les a, comme ils disent, pris pour des idiots. Vous savez ce que je pense, Éric Coquerel, ma conviction profonde. Vous êtes les idiots utiles de la droite et de l'extrême droite, parce que vous ne pourrez jamais gagner tout seul à gauche. Jamais personne n'a gagné tout seul à gauche. Il aura fallu se rassembler. Or, toutes les forces avec lesquelles il faut se rassembler, vous essayez de les attaquer et de les tuer. Et d'autre part, et surtout, elle permet d'occulter qu'en fait de trahison, c'est d'abord et avant tout le Parti socialiste qui, dans toute cette affaire, a fait preuve de déloyauté, non seulement à l'égard de ses partenaires du nouveau Front populaire, mais aussi et surtout à l'égard de ses électeurs, auprès de qui il s'était formellement engagé à abroger purement et simplement la réforme des retraites de 2023, et non à la renégocier avec François Bayrou. Mais gageons que les socialistes, après avoir ainsi fait la démonstration éclatante de leur impressionnant amateurisme face à un Premier ministre qui les a menés en bateau, reviendront à plus de modestie. Même eux doivent désormais avoir compris que leurs électeurs risquaient de se rendre compte que leur gauche qui travaille est une gauche qui déraille. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. Comment vous appelez ça, vous, quand vous vous faites élire sur un programme et que vous faites le contraire en aidant ceux, c'est-à-dire les macronistes au pouvoir, à rester au pouvoir? Les socialistes disent compromis. Ah oui, eh bien certains diraient compromission, moi je dis trahison. Ce sont des traîtres. Voilà, ce sont des traîtres, ceux qui proposent de ne pas voter la censure. Traîtres à leurs électrices et à leurs électeurs, et traîtres à la nation, au pays tout entier aussi.